Bonjour et bienvenue à Focus catholique. Depuis les temps les plus reculés, le phénomène de la maladie mentale a toujours suscité des réactions et sentiments contradictoires. En effet, l'histoire du traitement de la maladie mentale nous révèle à quel point les sociétés ont souvent entretenu avec ce qui s'appelait autrefois la folie, des relations souvent tendues et qui a parfois donné lieu à un spectacle des plus barbares. Notre société ne fait pas exception à ce diagnostic. Malheureusement, le traitement de la maladie mentale, bien qu'ayant beaucoup évolué, n'est toutefois pas à l'abri des dérives auxquelles il a déjà pris part. L'émission d'aujourd'hui vous présente une entrevue avec Caroline Valentini et qui fut réalisée en marge du colloque organisé par le Centre Le Pèlerin le 9 et 10 mai dernier. Écrivaine, psychologue et conférencière, Caroline Valentini s'est entretenue avec nous sur son expérience personnelle de la maladie mentale ainsi que sur l'importance d'une approche globale ayant toujours pour horizon le développement intégral de la personne humaine. Caroline Valentini, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Vous êtes d'origine belge, psychologue, écrivaine, professeure de langue et conférencière. Vous êtes l'auteur du livre « Le jour où ma tête est tombée dans un trou », publié chez Desclés de Brouwer, où vous relatez votre expérience personnelle de la maladie mentale et du chemin qui a mené à votre guérison. Pouvez-vous nous décrire ce parcours? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs, des crises que vous décrivez? Oui, un élément vraiment déclencheur, pas. Des traumatismes dans mon enfance, non plus. Vraiment, j'étais une petite fille en pleine forme. J'avais une grande passion, c'était la gymnastique. J'étais plus souvent sur les mains que sur les pieds. Les compatriotes de Guy la Liberté peuvent apprécier ça. Donc, non, vraiment, j'ai 4 frères et sœurs, des parents très aimants. On a fait beaucoup de voyages. On avait toujours des gens à la maison parce que mes parents avaient beaucoup d'amis. Il y avait toujours des amis à nous aussi, des enfants à la maison. C'était très, très gai. On faisait partie du mouvement de jeunesse. Enfin, vraiment, j'ai des souvenirs d'enfance, d'une enfance dorée, vraiment avec... j'étais comme au Québec, on dirait, j'étais en amour avec la vie, vraiment. Et puis, à peu près à 16-17 ans, il y a comme quelque chose qui a commencé à se fracturer dans mon univers. Petit à petit, j'ai eu l'impression d'être séparée du monde par une espèce de vitre. Et je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait parce que on n'était pas très versé dans le psychologique dans ma famille. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, que le monde se dévitalise comme ça sous mes yeux, que mon esprit commence à se briser. Vraiment, ce n'était pas quelque chose qui était dans mes références du tout. Je savais qu'on pouvait avoir un cancer, un accident de voiture, c'est des choses qui m'inquiétaient d'ailleurs. Enfin, comme tous les adolescents, on a envie de vivre, mais je ne savais pas du tout que quelque chose se pouvait se briser dans la tête, vraiment. Et petit à petit, j'ai eu l'impression d'être de plus en plus assiégée par une pensée qui me dictait des choses. Ce n'était pas des voix, c'était vraiment des pensées qui me donnaient des ordres. Voilà, j'avais de plus en plus de mal à me sentir libre à l'intérieur. J'avais l'impression de ne pas avoir de contrôle sur ces ordres-là qui m'envahissaient de plus en plus. Ouais, puis c'était des ordres très restrictifs, donc il n'y avait plus de place pour l'émotion. D'ailleurs, je ne parvenais plus très bien à en comprendre les significations. La complicité, le rire, l'amitié, tout ce qui fait vraiment la saveur de la vie finalement, ça m'était vraiment... voilà, ça s'en allait de mon intérieur, quoi. Et ces différents états ont dû perdurer dans le temps, j'imagine? Alors c'est venu au départ par brèche, plutôt comme ce moment dans la montagne où j'étais plus dans la montagne. Il y a eu aussi voilà, d'autres moments où j'étais en Grèce aussi avec l'école et je parvenais plus à me sentir en lien avec la mer, avec tout ce qui est tellement gai en vacances. Enfin, voilà, et donc ça c'était un peu des brèches par moments, comme si quelque chose s'ouvrait dans mon univers et moi je me retrouvais prisonnière d'un univers vide et je ne parvenais plus à être en lien avec cet univers-ci. Et puis ces brèches sont apparues de plus en plus souvent et donc ça a quand même duré pendant 5-6 ans avant que je me dise que quelque chose n'allait pas. Parce que c'est vrai que je pense déjà il y a un stigma, il y a comme un réflexe, puis moi j'étais une jeune fille bien dans ma peau, je réussissais bien à l'école, j'avais beaucoup d'amis. Et dire que quelque chose n'allait pas dans ma tête, ça, c'était pas possible. Et donc, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour pouvoir en parler. Donc, ça a duré 5-6 ans avant que ce soit juste plus possible de fonctionner. Puis, à un moment donné, toutes ces restrictions-là ont commencé à s'étendre au corps. Donc, j'ai plus pu manger. Enfin, je parvenais plus à m'alimenter. Et donc là, forcément, ça a commencé à se voir. Alors là, c'était peut-être aussi un réflexe. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, on est pris dans quelque chose de tellement difficile que le corps prend sur soi ce que l'esprit ne permet pas.
Donc comme je mangeais plus, j'avais plus beaucoup de force non plus, donc je pouvais plus aller au cours. Donc je devais enfin m'occuper de ce qui se passait à l'intérieur et qui était quand même, qui réclamait mon attention parce que ça n'allait pas pouvoir continuer comme ça. Ouais. Donc oui, ça a duré quand même 5-6 ans avant que je n'aille trouver quelqu'un. Et parlez-nous justement de cette rencontre. À un moment donné, quand même, quand quelque chose est difficile dans la tête, on va trouver le spécialiste de la tête, un psychologue. J'ai vu une dame pendant 2 ans qui était vraiment extraordinaire, une dame à Bruxelles, qui était très très bien, mais que je voyais une fois par semaine et ça ne suffisait pas à recoller tous les morceaux qui étaient fragmentés à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai fini par aller voir un psychiatre et les psychiatres travaillent beaucoup avec des médicaments, etc. Forcément, donc toutes mes questions lui ont paru, je lui ai paru très déstructurée, etc. Et donc la psychiatre m'a donné des médicaments, puis je les ai pris, puis ça ne m'a pas aidée. Donc j'ai fini par aller de plus en plus mal et donc j'ai fini par aller à l'hôpital. Alors voilà, parce que c'est là le lieu où on imagine que quand on a des difficultés de cet ordre-là, c'est là que ça va être soigné. Donc à un moment donné, moi je ne savais plus trop vers où me diriger, donc j'ai suivi ce qu'on me disait de faire. Voilà. Ce qui vous a éventuellement amené en psychiatrie. Voilà, ouais. Donc je suis allée en psychiatrie où j'ai eu des traitements médicamenteux surtout, puis c'est un univers quand même... je crois que les choses ont sans doute aussi changé en 15 ans maintenant, ça fait quand même longtemps, mais il y a aussi des lieux qui restent qui ont une manière de prendre en charge qui essaye d'éradiquer les symptômes et qui ne prend pas nécessairement en compte l'individu qui est derrière et le besoin de déploiement qu'a cet individu. Moi, je pense que les symptômes, ils partent quand l'individu se redéploie, quand l'être retrouve sa place. Mais il n'y avait pas vraiment de travail fait comme ça. Je voyais la psychiatre 2 fois un quart d'heure par semaine pour changer les médicaments. Puis on m'a proposé une cure de sommeil. On m'a dit, pour moins penser, on va te mettre avec un Baxter d'anafranil, c'est un antidépresseur qui est assez sédatif. Et donc comme ça me faisait dormir. Mais moi, je me rendais bien compte que dormir, ça n'allait pas régler les problèmes que j'avais. Mais bon, voilà, j'étais prise dans un système où finalement, on se laisse porter par ce que le système propose, même si on sent que c'est négatif. En plus, moi, j'avais une manière de penser qui était devenue très autodestructrice. Et donc, même si la manière de me soigner, je la sentais destructrice, je laissais faire. Donc, voilà. Puis, ça a duré, je suis restée dans cet hôpital à peu près 9 mois. Et puis, ça n'allait toujours pas mieux, même pire au niveau du poids, etc. Surtout, j'avais perdu beaucoup de poids et puis ma tension artérielle était très très basse. Et donc, pour essayer de réveiller quelque chose, la psychiatre a proposé qu'on me fasse un traitement qu'on appelle maintenant de sismothérapie. Alors, c'est un joli mot, c'est ce qu'on appelait avant les électrochocs. On dit la sismothérapie parce que maintenant, on est endormi, donc il y a quelque chose de moins traumatisant au niveau du corps. Le corps subit moins de chocs, etc., puisqu'on est endormi. Mais quand même, si ça n'allait pas avant les électrochocs, quand je me suis réveillée de ce traitement-là, c'était encore pire. C'est à ce moment que vous avez entendu parler d'une thérapie particulière au Canada? Voilà, oui, c'est ça. Alors après les électrochocs, etc., je n'ai plus voulu rester dans cet hôpital où j'étais, donc je suis allée dans un autre hôpital à Bruxelles où je pouvais sortir un peu. Et donc je me promenais de temps en temps pour aller un peu chercher des bouquins parce que j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelait « Le langage secret des troubles alimentaires ». Ça, c'est le titre en anglais. En français, ça a été traduit par « Guérir l'anorexie et la boulimie par la méthode Montreux ». Bon, c'est un titre un peu moins poétique, mais... Et là, j'ai trouvé... c'était rédigé par une dame canadienne qui habitait à Victoria, qui était étudiante en psychologie, et ses 2 filles sont devenues anorexiques à 2 ans d'intervalle. Elle s'appelle Peggy Claude-Pierre. Et donc la manière dont elle décrivait, parce qu'après avoir aidé ses filles, parce qu'elle les a observées, puis elle a vraiment essayé de comprendre ce qui se passait, et de renourrir l'être intérieur qui devait se déployer, et d'affamer la négativité en fait, qui les avait un peu envahies. Elle a pu aider ses 2 filles et puis elle a eu de plus en plus de patients, de parents, de personnes qui sont venues la trouver pour essayer d'aider les autres aussi. Et elle a fini par ouvrir une clinique à Victoria, etc. Donc moi, en lisant ces pages qui parlaient vraiment de fragmentation, d'un esprit qui était pris dans la nuit, comme ça, et de sa manière de travailler qui était de soutien inconditionnel, de vraiment travailler avec la personne pour qu'elle puisse renouer avec qui elle était, etc.
Ça m'a vraiment énormément parlé. Alors, j'arrivais plus beaucoup à lire à ce moment-là, mais je l'ai quand même lu jusqu'au bout en m'y reprenant à 56 000 fois. mais voilà, puis on se retrouve avec un livre en Belgique, avec un livre où il y avait le nom d'une maison d'édition et le nom d'un auteur, mais pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Puis ça, c'était en 2000, donc c'était le début d'Internet un peu plus popularisé. Donc, mes parents, avec l'aide de ma sœur, parce que moi j'étais toujours à l'hôpital, ont essayé de chercher un peu des informations sur cette clinique dont elle parlait et qui me paraissait, moi, proposer quelque chose de terriblement différent de tout ce que j'avais vécu jusque-là. Là, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en psychiatrie et que les choses continuaient de se dégrader vraiment. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez en mesure de dire « oui, maintenant, je recommence à vivre normalement » ? Donc d'abord, je me suis vraiment laissée, c'est important je crois, de se laisser réimprégner de vie, quoi, tout simplement, sans essayer à ce moment-là de penser au métier que j'aurais après. Voilà, il fallait d'abord me laisser retraverser par tout ce qui était réparateur. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé des petits boulots. J'ai un peu aidé dans un bed and breakfast où j'ai un peu servi des petits déjeuners. Puis j'ai donné quelques cours de français aux enfants d'amis que j'ai rencontrés sur place. Et petit à petit, ça m'a permis de reprendre un peu confiance, non seulement en la stabilité de ma vie intérieure, mais après en la stabilité de ma vie sociale. Donc je suis encore restée après à Victoria 2 ans, sans être en thérapie, pour me réessayer dans le monde, et puis pour m'essayer dans le monde sans tomber dans les travers dans lesquels j'étais avant, quoi, pour un peu essayer de mettre en application la personne que j'étais et que je découvrais en fait. Ouais. Puis voilà, après ça, j'ai quand même décidé de rentrer en Belgique. Ça a dû être difficile de retourner en Belgique parce que cet environnement était nécessairement lié à des souvenirs malheureux. Oui, exactement. Avec plein d'épisodes heureux aussi de mon enfance, mais avec une manière de me construire qui s'était construite contre moi. Et c'est vrai que c'était un peu un pari de rentrer. Mais je me suis vraiment posé la question à un moment donné. Voilà, on était en 2005 et je me suis dit... Je n'étais pas partie pour immigrer pour toujours. J'ai été un peu arrachée à mon milieu. Et c'est vrai qu'en Colombie-Britannique, il y a... Forcément, quand on vit longtemps quelque part, on s'attache. J'avais recréé un réseau social. Il y a toute une manière de vivre qui est quand même plus cool que notre vie assez pressée, comme ça en Belgique. Vraiment, le West Coast, là, c'est bon. et c'est vrai que, voilà. Mais je me suis dit, je voulais refaire le lien. Encore une fois, je trouve que c'est important de pouvoir faire des liens avec son histoire pour ne pas abandonner des petites parties de soi à gauche, à droite, parce que sinon, on se restreint. Et je me suis dit, si je ne retourne pas sur le lieu de mon enfance et sur le lieu et puis renouer aussi avec les relations qui avaient été brisées du fait de la maladie, etc., j'avais l'impression qu'il me manquerait vraiment une partie de moi. Donc j'ai décidé de rentrer. Ça continue à me manquer, la Colombie-Britannique, mais je pense que la Belgique me manquait aussi quand j'étais au Canada. Donc voilà, je suis rentrée, puis il a fallu trouver du travail, puis il fallait savoir ce que j'allais faire de ma vie. Donc ça, c'était encore toute une autre couche qui arrivait, et que les gens, en général, les gens font ça à 20-25 ans, sauf que moi j'en avais 30 du coup, puisque voilà, il y a des années qui étaient un peu passées. Mais c'était en même temps très gratifiant de voir que non seulement j'avais pu me remettre sur mes pieds, puis que j'avais plus tout à coup les béquilles que j'avais eues en vivant au Canada, et que j'arrivais quand même à tenir debout. Moi, j'avais l'impression d'être une paraplégique qui tout à coup pouvait courir le marathon. C'était très exaltant en même temps, parce que la vie qui renaît, on n'assiste pas à sa propre naissance d'habitude. Puis là, bien, il y a quelque chose d'une vie inaltérable, quelque part, parce qu'après avoir traversé tout ça, que je me redécouvre intacte, ça m'a donné une confiance en la vie que je pense que je n'avais pas avant. Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de moi, c'est quelque chose qui nous est donné, quoi. Voilà, donc je suis rentrée en Belgique, j'ai trouvé du travail comme prof de français et d'anglais dans une école de langue. Et puis où j'ai eu de plus en plus d'heures. Et puis voilà, et puis alors j'ai repris la psychologie, j'ai recommencé avec un baccalauréat il y a 5 ans, puis une maîtrise, et là je termine la maîtrise. Voilà, encore 3 mois et puis je serai diplômée. Vous en avez fait mention, la psychiatrie fait rapidement appel aux médicaments pour soigner leurs patients. Qu'est-ce que vous pensez de cette médicamentalisation de la psychiatrie, si j'ose m'exprimer ainsi? Je pense que c'est vrai que l'industrie pharmaceutique s'est tellement développée dans les dernières années. Enfin, ça a commencé avec les premiers neuroleptiques, etc., dans les années 50. Et puis maintenant, parce que ça a aussi aidé des personnes, parce que je pense qu'il y a dans certaines pathologies où une molécule bien ciblée est vitale, mais après, on oublie qu'il faut faire tout un travail d'être pour pouvoir bénéficier de l'effet du médicament. Parce que c'est pas tout.
d'avoir un médicament qui apaise ou qui fait que les pensées délirantes sont un petit peu moins délirantes, des choses comme ça. Après, comment est-ce qu'on s'approprie son histoire? Comment est-ce qu'on travaille son être pour qu'il puisse se déployer et avoir une vie épanouie? Tout ça, les médicaments ne vont jamais faire ça. Et malgré tous les effets bénéfiques de l'industrie pharmaceutique aussi, il n'y a pas de travail personnel ou de moins en moins qui est proposé par les psychiatres qui de toute façon sont débordés, n'ont pas le temps. Alors il y a quand même des personnes qui travaillent beaucoup avec la parole ou avec la médiation corporelle, etc. Mais on dirait qu'il manque un lien pour unifier toutes ces choses-là. Moi je viens faire un stage dans le cadre de la fin de mes études en psychologie dans une ASBL, vous dites ASBL au Québec, dans une ASBL pour personnes psychotiques. Et ça a été une expérience très enrichissante pour moi, mais aussi très émotive, parce que voilà, j'étais en lien avec des personnes dont je comprenais très bien la souffrance. Et j'étais vraiment surprise de voir qu'ils ont tous un psychiatre, sur les 40 personnes avec lesquelles j'ai travaillé, ils ont tous un psychiatre, mais personne n'a un psychologue pour permettre de faire ce chemin d'appropriation d'une parole. Comment est-ce que mon être s'incarne dans ma vie? C'est quand même un chemin sur lequel on a tous besoin d'être accompagnés, tous, en tout cas quand on a des difficultés comme ça, d'être. Et voilà, je trouve que ça c'est quand même vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier vraiment d'un accompagnement, mais profond et dans la durée. Les soins sont très fragmentés aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont chronifiées et qui sont en psychiatrie pendant des années, qui ont eu des dizaines de soignants différents. Alors comment est-ce qu'on garde un fil continu dans son existence quand comme ça à chaque fois on doit recommencer à expliquer à quelqu'un de différent et tout ça? Et par rapport aux médicaments, je pense on vit dans une société où on veut éradiquer la souffrance. Peut-être qu'elles ont des choses à nous dire, nos souffrances. Peut-être que, voilà, si on met simplement un sparadrap dessus, ça ne va pas réparer la blessure au-delà de ça. Et je me dis, il faut pouvoir, mais alors, il faut pouvoir être accompagné humainement. Parce que moi aussi, j'avais besoin de Valium quand je n'avais pas toute une équipe qui m'entourait. Parce qu'il faut pouvoir descendre aussi dans ces souffrances-là pour les comprendre et les transformer. Et voilà, s'il n'y a pas... Je pense que si on essaye qu'il y ait moins de médication, ou qu'en tout cas, elle soit plus ciblée, il faut alors pouvoir avoir des ressources humaines qui sont différentes de ce qu'on propose actuellement. Quel rôle a joué votre famille dans ce processus de guérison qui fut le vôtre? Sans eux, voilà, leur soutien à un moment donné, ils ont été mon cœur, mes jambes, mes bras. Moi, je ne pouvais plus de toute façon m'occuper de moi-même. Donc, c'est vrai qu'ils ont... Qu'est-ce qui a été le plus fondamental dans leur entourance? Je pense qu'une chose très importante, c'est qu'ils ont continué à me regarder comme la personne qu'ils connaissaient. Ils voyaient bien que j'avais un comportement qui n'était plus le même, je ne parvenais plus à être en lien, voilà, il y avait tout ça. Mais ils n'ont jamais perdu de vue qui j'avais été jusqu'à 18 ans, et même jusqu'à 24, parce que pour eux, ça n'a commencé que quand j'ai commencé à le dire. Et je me rappelle que pour mes 27 ans, donc j'étais à Montreux, j'étais au Canada depuis 6 mois, et ils m'ont offert une raquette de tennis, mais vraiment une super chère, quoi, une très, très bonne qualité technique. Et moi, je leur ai même dit, mais je ne sais même plus jouer au tennis, mais qu'est-ce que... Mais ils m'ont dit, mais t'es notre carreau, je veux dire, forcément qu'on va t'offrir une belle raquette de tennis. C'est un bête exemple, mais ils n'ont pas cru dans ce que disait la maladie et dans ce que les professionnels disaient parfois sur la maladie. Ils ont cru que moi, j'étais enfermée au milieu de tout ça, et ils ont continué à s'adresser à moi, comme ils me connaissaient, quoi. Et ça, je pense que ça a été... pour moi, vraiment fondamental, parce qu'après, ils ont pris des décisions en fonction de ça, en fonction de qui ils connaissaient. C'est vrai que c'était une décision, puis à Montreux, c'était une clinique privée, donc il y avait un investissement financier aussi qui était important, parce qu'il n'y avait aucune prise en charge de l'État, ni belge, ni canadien, et donc ils ont dû prendre vraiment des décisions, et ils ne les ont pas pris en fonction d'une jeune femme malade, ils les ont pris en fonction de qui j'étais. Voilà. Mais heureusement qu'ils étaient là, parce que je n'aurais pas su faire tout ce chemin-là toute seule. Et alors, ils ont été aussi très, très respectueux de mes frères et sœurs. Ils ont toujours dit qu'il fallait que chacun continue à garder son équilibre. Ma sœur, par exemple, est allée faire un master complémentaire à Paris, à l'époque, et elle ne voulait pas partir parce qu'elle avait trop peur qu'il m'arrive quelque chose quand elle n'était pas là. Et mes parents ont insisté que chacun devait vraiment veiller à soi et garder son équilibre, et que c'était important qu'ils puissent aussi fermer les yeux de temps en temps sur ce qui m'arrivait, parce que c'est dur pour des frères et sœurs. Ouais. Vous êtes présentement de passage à Montréal dans le but de donner une conférence. C'est important pour vous de livrer votre témoignage? Oui, c'est plus quelque chose auquel je ne pouvais pas me dérober. Voilà, c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'était que j'ai pu avoir quand j'étais au Canada. Donc, c'est très bien. Moi, je l'ai eu, mais quand j'étais en Belgique, ça m'a beaucoup manqué de me sentir rejointe dans ce que je vivais.
par d'autres personnes. Et surtout, ça me fait penser à Emmanuelle Laborit. Vous allez me dire d'où est-ce que ça sort, mais c'est donc Emmanuelle Laborit, c'est cette jeune femme qui était sourde, je sais pas si, qui a écrit Le cri de la mouette, voilà, qui a eu des Oscars comme actrice, etc. Et elle, jusqu'à l'âge de 7 ans, elle n'avait jamais vu une autre personne sourde. Et donc, elle croyait que quand qu'on mourait avant d'être adulte, quoi. Quand on était sourd, soit on mourait, mais on ne devenait pas adulte. Et donc, elle était terrorisée par ça. Puis son père l'a emmenée aux États-Unis, où elle a pu apprendre le langage des signes et rencontrer toute une communauté d'adultes sourds. Et de là, elle a pu se déployer et vivre sa vie, voilà. Et moi, je me dis, c'est un peu pareil. Peut-être qu'il m'a manqué quelqu'un qui dise c'est pas la fin du monde, une maladie mentale, on peut la traverser comme un cancer. Avant, un cancer, on ne s'en sortait pas. Puis maintenant, on sait très bien que c'est quelque chose qu'on peut traverser. Et je me suis dit, au moment où mon livre a été publié, je me suis dit, mais si c'est pas moi qui, en revenant de ce voyage-là, intact, en bonne santé, si c'est pas moi qui partage ça, si c'est pas nous qui allons bien, qui? Voilà. Et c'est plus facile de trouver quelqu'un, je pense, une tante qui s'est sortie d'un cancer, que quelqu'un qui veut bien lever la main en disant « j'ai passé 2 ans et demi en psychiatrie ». Voilà, mais en même temps, ne pas le dire, c'est cautionner le fait qu'il y a un stigma et c'est cautionner le fait que c'est honteux. C'est pas honteux. Ça fait partie de nos vies. Moi, ça fait partie du mur sur lequel je suis assise. Je ne voudrais pas le nier. Puis voilà. Donc oui, c'est important pour moi de pouvoir partager une parole d'espoir, peut-être tout simplement. En général, quelle est la réaction des gens lorsque vous racontez votre expérience? Évidemment, c'est curieux parce que c'est la partie la plus vide et la plus difficile de mon existence qui, après, m'a permis les plus belles rencontres. Donc, il y a beaucoup de très belles choses qui sont nées de toute cette histoire. Déjà, simplement mon lien avec le Canada. Puis après le livre, vraiment... oui, j'ai eu, encore la semaine dernière, j'ai eu une jeune femme de 26 ans, 30 kilos, qui avait lu mon livre et qui voulait me voir, qui voulait me parler. Je crois qu'elle n'a pas besoin de faire une thérapie avec moi, elle a simplement besoin de palper, de voir, de toucher quelqu'un qui a une vie simplement après, parce qu'elle a l'impression que sa vie, elle est finie, quoi, maintenant. Elle a 26 ans et elle n'est pas finie, sa vie, mais si elle n'a pas une parole qui lui dit ça, qui lui permet de s'accrocher au fait qu'il y a un chemin possible, ce chemin-là, il n'y en aura pas, puisqu'elle ne peut pas se la donner elle-même, quoi. Donc voilà, c'était une rencontre très touchante, parce qu'encore une fois, elle disait, mais moi, je m'en fous d'être mince, j'ai pas envie d'être comme les mannequins, mais elle était vraiment prise dans des questions que je reconnais très très bien. Donc voilà, mais autrement, il y a eu beaucoup de rencontres en Belgique et autour de ce livre. Voilà, j'ai toujours décidé que je dirais pas non quand on m'invitait. Donc voilà. En particulier, mais il y a eu aussi des choses, des rencontres qui m'ont particulièrement touchée. Par exemple, il y a une dame qui est venue une fois à la fin d'une présentation du livre et qui m'a pris la main et qui m'a dit « mais moi, mon fils, il s'est suicidé suite à des soucis comme ça de santé mentale ». Et là, je me dis « mon Dieu, quoi », parce que moi, je suis en train de parler de l'espoir, etc. Et elle, dans sa réalité, son fils, il est parti. Alors peut-être qu'il est aussi parti pour des raisons qu'on ne comprend pas, qui nous sont inconnues, et pourtant qui ont peut-être aussi leur raison d'être, voilà. Mais alors elle m'a dit, mais j'ai compris en vous lisant que ce n'était pas de ma faute, que c'était la maladie qui l'avait emporté, comme ça aurait très bien pu m'emporter moi, mais que les circonstances ont fait que voilà, moi je peux aujourd'hui simplement vivre normalement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des rencontres très belle, et puis il y a eu des rencontres plus touchantes et plus dures, mais il y en a eu beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup de courriers aussi avec simplement des parents qui disent voilà, nous, il y a notre fils qui est en psychiatrie depuis 3 ans, on lui cherche un lieu de vie, mais il n'y en a pas, où est-ce qu'on peut l'orienter, et donc, petit à petit, j'ai pu glaner un peu des informations sur des choses qui se font, parce qu'il y a quand même des choses qui changent et qui se font, heureusement. Caroline Valentini, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli ici et puis écouté, raconter mon parcours. Voilà, je vous remercie. Comme nous l'avons vu dans cette émission, cette médecine de la santé mentale que l'on nomme la psychiatrie ne peut réduire son objet au simple traitement chimique et moléculaire des processus cérébraux. En effet, toute médecine visant véritablement à guérir une personne doit prendre en compte toutes les dimensions de cette dernière. En cela, Caroline Valentini est un bon exemple à la fois de la possibilité de guérison de ce type de pathologie, mais également de la nécessité d'un accompagnement se vivant dans un contexte relationnel normal comme l'amitié ou la parentalité pour ne nommer que ceux-là.
Prions pour que son témoignage puisse aider médecins et patients à continuer ce chemin ardu qu'est la guérison de la maladie mentale. Je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.